fois, bienvenue sur cette deuxième conférence sur les métiers de l'Europe et cette première d'un cycle ayant pour thème l'Europe et les citoyens. Découvrez les métiers de l'Europe en fonction du lien que ceux-ci ont avec les citoyens européens. Alors ce soir, déjà un très très grand merci à toutes celles et ceux qui ont souhaité participer à cette conférence. On a eu plus de 130 inscriptions, donc c'est vraiment extrêmement gratifiant pour nous et ça montre qu'une vraie demande est là pour tout ce qui est métier de l'Europe et conférences sur les métiers et donc sur des choses très concrètes qui peuvent nous aider à la fois pour notre avenir professionnel, mais aussi pour assouvir notre curiosité. Alors, nous sommes deux modérateurs ce soir. Je me permets de présenter Johanna Popp, qui est jeune diplômée en master de macroéconomie et de politique européenne à l'Université de Strasbourg et qui est bénévole au sein des Jeunes Européens depuis début 2019. Et moi-même, je suis Théo Boucard, chargé d'insertion professionnelle franco-allemande à l'Université de Strasbourg. Et donc ce soir, Johanna et moi allons modérer cette conférence. Bonsoir Johanna. Bonsoir, bonsoir à tous. C'est bon, vous m'entendez bien, je pense. Parfaitement. Merci beaucoup Théo pour cette petite introduction. Et alors, oui, vas-y. peut-être remercier dans un premier temps déjà toutes celles et ceux qui sont là, mais également nos intervenants que tu vas avoir le plaisir de présenter d'ici peu, mais également Chloé Fauchon qui est l'assistante entre guillemets technique et qui va notamment relayer toutes les questions que vous allez notamment écrire dans le chat. Donc c'est pour ça que je vous dis à toutes et à tous, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat parce que ça va être un grand volet de notre conférence où vous allez pouvoir poser directement vos questions. Alors, Johanna, si tu veux bien présenter nos intervenants de ce soir. Oui, j'allais le faire. Merci beaucoup Théo pour ta petite introduction. Et à cela, j'aimerais aussi ajouter que donc, les Jeunes Européens de Strasbourg, c'est une association qui rassemble des jeunes de toutes les sensibilités politiques et qui souhaitent agir en faveur de la construction européenne, et qu'il est toujours possible de s'engager auprès des Jeunes Européens, même pendant le confinement, parce que nous avons plein de beaux projets et instructifs projets de toutes sortes, pendant les pôles, au sein des pôles de relations transfrontalières européennes, au sein du pôle médias, communication ou autres. Ce soir, justement, c'est la première conférence du cycle de 3 conférences sur les métiers de l'Europe, qui commence donc avec les intervenants que nous avons ce soir, donc Monsieur Lionel Julien, qui est responsable du journal télévisé pour Arte à Bruxelles, Monsieur Ralph Roggenbuch, juriste franco-allemand au Centre européen des consommateurs à Kiel, et Monsieur Clément Maury, qui est manager de projet européen pour l'AFPA et également notre vice-président des Jeunes Européens Strasbourg. Pour commencer, Monsieur Lionel Julien, pouvez-vous nous résumer en quelques minutes votre parcours? Mon parcours, en fait, il est assez simple et assez linéaire finalement, parce que toute ma carrière professionnelle, je l'ai faite à Arte en fait. Je suis rentré à Arte en 94, donc ça fait longtemps. Je suis plutôt un vieil Européen déjà finalement. Mais j'ai commencé en fait, j'ai fini, enfin juste pour vous situer un peu, j'ai vécu à Strasbourg pendant 15 ans, entre 1990 et 2005. Et j'ai fini en fait ma fac de droit en fait à Strasbourg. C'est à ce moment-là que j'étais en début de thèse en fait, et j'ai commencé en droit. Je faisais du droit européen. Et c'est là que n'ayant pas d'allocation de recherche, j'ai cherché du travail et je suis rentré en fait à Arte à mi-temps au service juridique. Après, comment je suis rentré à l'info, c'est en fait par envie, en fait, parce que ça m'intéressait. Je faisais du droit privé c'est du droit privé, je m'occupais de droit d'auteur à Arte. Donc, ça ne m'intéressait pas trop, dans la mesure où j'avais plutôt une formation en droit public et droit international, droit communautaire. Et donc, je me suis presque naturellement tourné vers l'info parce que ça m'intéressait, et vers l'info à Arte, puisque ça m'intéressait aussi parce que par rapport à ce qu'on y traitait, il y avait quand même une dominante européenne déjà à l'époque, avec un petit journal qui s'appelait Le 8,5. Et là, j'ai commencé à faire un stage en fait en 96. Donc, j'ai fait 2 ans au service juridique et après, j'étais toujours à mi-temps. Et après, j'ai commencé petit à petit à bifurquer vers l'info, en fait, vers le journal.
Et de fil en aiguille, j'ai intégré complètement l'info. Évidemment, entre-temps, j'ai abandonné ma thèse parce que j'étais un peu sorti du système universitaire. Mais toujours avec cette envie et puis j'allais dire ferveur européenne un petit peu, oui. Et Arte me permettait de faire ça, donc permettait de parler de mon premier sujet. Je crois que c'était sur le concours européen des droits de l'homme, le concours Cassin à Strasbourg, si je me souviens bien. Voilà. Et après j'ai un peu bifurqué. Je suis allé il s'est créé à Arte en 2004 le Journal de la Culture, qui était piloté depuis Strasbourg. J'ai intégré l'équipe jusqu'en devenir rédacteur en chef aussi. C'est là que je suis parti à Paris. Et puis, en fait, chemin faisant, encore une fois, je suis revenu sur l'Europe il y a 2 ans, en fait, puisqu'on a décidé d'ouvrir, enfin, je la fais courte, parce que je pense qu'il y aura peut-être des questions là-dessus. Chemin faisant, en fait, le Journal de la Culture s'est arrêté il y a 7-8 ans. J'ai réintégré le bureau de l'info à Paris, pour le coup, le bureau de la correspondance. Et là, il y a 3 ans, Caroline Olivier, la rédactrice en chef du journal d'Arte, et Marco Nassivera, le directeur de l'information d'Arte, ont décidé d'ouvrir un bureau à Bruxelles et ils m'ont proposé de prendre la direction de ce bureau, ce que j'ai accepté. Voilà, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans en fait que je suis à Bruxelles et qu'on a ouvert ce bureau à Bruxelles. Et depuis, je m'occupe évidemment dans une actualité assez chargée. On avait ouvert un peu naïvement en fait ce bureau en se disant oui, on va le faire pour 1 an parce qu'il y a les élections européennes, etc. Et puis en fait, là-dessus est arrivé évidemment, enfin c'était déjà en cours, mais il y avait le Brexit et puis tout le reste. Donc l'année de plus en plus a été très chargée. C'est l'année 2020 qui est très chargée, évidemment, avec la crise sanitaire que l'on traverse, mais aussi avec les négociations budgétaires qui ne sont pas finies, qui sont en train peut-être de se terminer ce soir, on verra. Et puis toute l'actualité européenne, évidemment, qui a été chargée entre les populismes, voilà. Donc, voilà où j'en suis aujourd'hui. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, merci beaucoup pour votre résumé. Rapide, peut-être un peu confus, mais voilà. Non, mais c'est très intéressant. Je pense que beaucoup de... fait, c'est un parcours qui a à Arte, en tout cas, depuis 26 ans. Ouais, 26 ans, c'est un parcours qui a mêlé 2 choses qui m'intéressent, qui sont aussi l'ADN d'Arte, qui sont à la fois l'Europe et à la fois la culture. Voilà. Oui, c'est très important. Monsieur Ralph Roggenbuch, est-ce que vous pouvez également nous résumer en quelques minutes votre parcours? Avec plaisir. Mais alors, c'est marrant parce que je découvre presque quelques petits points communs avec mon prédécesseur, puisque j'ai aussi fait des... Monsieur Roggenbuch, votre micro, c'est éteint. C'est éteint. Pas allumé, d'abord? Non. Si, mais il s'est éteint. C'est bizarre. Ok, d'accord. Ben justement, voilà, j'ai étudié le droit à Strasbourg. Je fais une licence en droit. J'étais intéressé premièrement par le droit européen, un peu le côté peut-être même sciences politiques, sans vouloir faire le concours sciences politiques, mais m'orienter sur du droit public, du droit européen. Et finalement, je me suis intéressé plus au droit privé ensuite. J'ai bifurqué sur un master 2 en droit du multimédia et des systèmes d'information. Donc là, c'est plutôt voilà, du droit d'auteur, du droit à la propriété intellectuelle en général, le droit des marques, le droit de l'Internet, mais aussi le commerce électronique et le droit de la consommation. Et ayant des origines allemandes, étant toujours très, très intéressé par les questions européennes, voilà, j'ai trouvé le Centre européen de la consommation à Kiel, qui est un organisme qui protège les consommateurs finalement lorsqu'ils ont des litiges transfrontaliers au sein de l'Union européenne, qui informe, qui conseille les consommateurs, qui rédige aussi des études comparatives. On compare les législations, on essaie de regarder en quoi le marché unique peut être amélioré pour le consommateur, pour sa mobilité dans l'Union européenne. Et il se trouve que voilà, à Kiel, il y a le Centre européen de la consommation qui regroupe finalement la France et l'Allemagne pour ces questions-là. Mais au-delà de cet organisme qui est basé à Kiel, l'organisme de Kiel en fait abrite un réseau plus large. On a des collègues dans chaque pays de l'Union européenne, donc en Espagne, en Angleterre, encore pour le moment, en Italie, dans tous les autres pays de l'Union européenne. Et dès lors qu'il y a un litige ou qu'il y a des questions de la part de consommateurs, finalement, sur leurs droits,
ou s'ils ont un litige, on est là pour les régler à l'amiable, pour les informer. Donc du coup, voilà, c'est plutôt le droit de la consommation, le droit des commerces électroniques qui a pris le dessus sur les autres matières que j'étudiais à la faculté. Et voilà, ça m'a permis aussi d'être dans un univers franco-allemand. Hein, voilà, sachant que voilà, j'ai quand même des origines allemandes. Mon père était allemand, j'ai toujours grandi un peu dans cette double culture. Donc voilà. Et pareillement, comme mon prédécesseur, j'y suis arrivé. C'est mon premier emploi, j'y suis toujours. Voilà. Et j'y suis depuis 8 ans maintenant. Ah oui, bon. C'est plus court par contre, hein, c'est pas aussi, c'est pas les années 90. Voilà. Voilà, bah merci beaucoup. Monsieur Maury. Oui, alors pour le coup, il y a un parallèle avec mes prédécesseurs, c'est qu'il y avait effectivement un intérêt pour les sciences politiques. Par contre, en 5 ans, je ne peux pas dire que j'ai eu la même régularité, sauf dans les changements d'emploi. Donc, j'avais 2 passions, c'était l'Allemagne et les sciences politiques. Donc, j'ai obtenu mon habit bac en 2010 et j'ai commencé une licence de communication et coopération transfrontalière. Donc, j'ai continué dans la droite ligne du franco-allemand avant de partir pour l'IEP de Lille, donc où j'ai fait 4 années et où là, je me suis intéressé aux affaires européennes en général. Donc, j'ai fait quelques stages en Allemagne, dont mon Erasmus, notamment pour le SPD. Mais mon stage de fin d'études, je l'ai fait à la délégation de l'Union européenne au Cameroun. Donc, je commençais progressivement à m'éloigner du franco-allemand. Et puis, il faut bien trouver un emploi. Et j'ai remis le pied à l'étrier après une période de recherche d'emploi à travers un stage au nouveau mouvement européen suisse qui existe, donc qui est basé à Berne. Et mon premier vrai emploi, ça a été chargé de mission à l'Infobest, donc qui est une structure de conseil qui se distingue du Centre européen de la consommation, puisque là, on est vraiment sur du droit public. Pour donner un exemple très concret, moi, j'étais sur la question de l'imposition des retraites, puisque c'était un gros sujet à un moment. Et donc, j'y ai passé 10 mois avant de travailler pour Pôle emploi Grand Est, voilà, qui propose aussi des postes de chargé de mission dans les relations internationales et en l'occurrence dans les relations transfrontalières, donc notamment pour des demandeurs d'emploi qui chercheraient à faire carrière du côté allemand ou du côté luxembourgeois ou du côté belge. Et ensuite, j'ai intégré l'Université de Strasbourg en tant que chargé d'insertion professionnelle franco-allemande. Donc là, j'y suis resté 2 ans, ce qui était un petit record. Et depuis mars, je suis responsable de formation à l'AFPA, donc qui est l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes. Et je suis plus particulièrement en charge d'un projet Interreg, donc un projet de coopération transfrontalière avec la Belgique, le Luxembourg et la Sarre sur la mise en place de formations. Alors, pour le coup, plus de formations universitaires, mais là, des formations d'opérateurs et de techniciens dans l'industrie 4.0, donc tout ce qui est numérisation de la production et de la maintenance. Merci à vous 3 pour ces présentations. Alors, sans plus attendre, nous allons vous poser les premières questions que nous aimerions vraiment vous poser. La première est volontairement très large et elle s'adresse forcément à vous 3. Est-ce que vous pouvez décrire les opportunités de carrière qui existent dans vos secteurs? Si je permets, je vais commencer par Monsieur Julien et notamment le secteur du journalisme européen, Monsieur Julien. Quelle est un peu la structure de ce secteur et quels sont les types de métiers, les profils, ainsi que les expériences demandées? C'est marrant parce que j'ai un peu de difficulté à répondre à votre question parce que j'ai un profil un peu atypique, n'ayant pas fait d'école de journalisme, parce que je pense qu'à l'époque aussi, Arte était une petite structure, en 95, on était au début d'Arte, donc il y avait des opportunités qui se présentaient à ce moment-là, mais en interne en fait. C'est pour ça que j'ai pu bifurquer du service juridique à l'info sans avoir diplôme. Je sais qu'aujourd'hui c'est plus compliqué. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Alors là, je suis bien embêté de pouvoir répondre à votre question sur les opportunités, parce que n'ayant connu qu'Arte, et je m'y suis quand même de manière, pour y rester 26 ans, m'y sentant toujours bien. Donc, je n'ai pas eu à chercher ou à me poser cette question, en fait. Les choses se sont présentées comme ça. Parce qu'Arte m'a permis de faire, jusqu'à maintenant, en tout cas, ce que j'avais... C'est marrant parce que j'ai pas... Ah, c'est bizarre, c'est compliqué de répondre à cette question.
sur les opportunités. Arte m'a tout offert, j'ai envie de dire, Arte m'a tout permis pour l'instant. J'aurais envie de faire justement, par rapport à ce journalisme européen, la structure du journalisme européen, et quelles sont les particularités du journalisme tel que pratiqué à Arte? Les particularités, c'est qu'on peut se permettre, on a cette chance, je sais qu'on m'a proposé d'aller à... C'était quand je m'occupais de culture, en fait, on m'a proposé à un moment d'aller sur TF1. J'ai pas voulu parce que je me sentais pas... N'ayant pas cette culture non plus, il ne s'agit pas de dénigrer, n'ayant pas cette culture, etc., et ayant quelque chose d'assez précis, quand même, ce que j'ai toujours voulu défendre à Arte, c'était les deux choses dont je vous parlais, qui sont dans l'ADN d'Arte, qui sont la culture et l'Europe. Donc je m'y suis toujours senti bien, donc je n'ai jamais eu besoin de... Et c'est vrai que sur l'Europe, on fait beaucoup de choses parce qu'on est franco-allemand, donc il faut... c'est vrai qu'on ne s'occupe pas on ne s'occupe pas de sport parce que c'est trop cher. Les droits à télé du sport sont devenus trop chers. On ne s'occupe pas de faits divers parce qu'on est franco-allemand, donc il faut intéresser les deux publics aussi. Et puis on a toujours fait cette... et c'est vrai que, par exemple, la rédactrice en chef qui est là depuis 5 ans, maintenant 6 ans, Caroline Olivier, on est vraiment raccord là-dessus parce qu'on a vraiment envie de défendre ces choses-là, défendre l'Europe telle qu'elle est, tout en la critiquant. Quand on dit la défendre, c'est défendre ce qu'est l'Europe aujourd'hui, en tout cas d'essayer de défendre une certaine idée de l'Europe aussi. Mais, et c'est vrai qu'on peut se permettre de faire, là pour demain, je vous parlais du budget, ce qui est mon actualité présente, c'est-à-dire les négociations budgétaires qui devraient se clore dans la nuit, a priori, demain matin. Donc c'est vrai je pense qu'on sera les seuls en France, en tout cas, à parler de ça. En télé, j'entends. En télé, je pense que Le Monde fera un papier, ou Libé aussi. C'est quoi? Excusez-moi, soyez bien sûr de couper votre micro quand vous ne parlez pas. C'est vraiment très important, ça permet d'éviter les bruits parasites. Désolé, monsieur Julien, vous pouvez reprendre. Vous pouvez m'appeler Lionel aussi, parce que j'ai l'impression d'être vieux au milieu de tout ça. Oui, donc non, c'est vrai que pour répondre à... C'est vrai qu'on peut se permettre aussi d'aller de parler sur Arte d'une décision de la Cour de justice ou de discussions budgétaires qui sont compliquées, alors que finalement, on n'a pas le tabou de dire que les gens ne comprendront pas. On n'a pas le tabou, on ne se met pas ce tabou, se dire non, c'est pas la peine d'en parler, les gens ne comprendront pas. Non, il faut qu'on en parle parce que c'est important. Même c'est l'arrêt de la Cour de justice qui concerne la Hongrie et qui va condamner la Hongrie sur telle chose, sur les universités ou autre chose, sur l'environnement en France, il faut qu'on en parle. Voilà. Et donc, on se permet de le faire. Et je pense qu'on n'a pas aussi... C'est pas une histoire encore une fois, il ne s'agit pas de comparer parce que des choses ne sont pas comparables, mais on peut se le permettre aussi d'une part parce qu'on n'a pas d'impératif d'audience, et puis ça fait partie encore une fois de ce qu'on estime important, de parler de la décision, de la communication de la commission ou de parler du vote au Parlement ou encore une fois de la décision de la Cour de justice. On n'a pas parce qu'on réfléchit peut-être aussi dans un cadre européen, parce qu'on est une rédaction européenne, on est une rédaction franco-allemande, donc européenne. Donc peut-être qu'on est déjà précurseur, je n'en sais rien, mais en tout cas, on est dans cette logique-là et dans cette ambition-là. Voilà. D'accord. Merci beaucoup pour cette réponse. Alors, c'est d'autant plus important. Les opportunités, j'ai pas eu à chercher, en fait. Enfin, les choses se sont présentées comme ça et je me suis saisi des opportunités qu'on me présentait de manière interne, ou en tout cas des choses, la liberté qu'on m'a laissée aussi, que Arte m'a donnée aussi. Très bien, merci beaucoup pour cette réponse intéressante. C'est d'autant plus intéressant que justement les sujets européens sont assez peu présents dans les médias nationaux, donc c'est bien qu'Arte puisse se positionner là-dessus. Voilà. Et je pense juste un truc dans le journalisme, et après je me tais, mais je pense qu'on ne présuppose pas non plus, on n'est pas dans une logique d'audience, donc on ne présuppose pas non plus l'intelligence ou l'intérêt du téléspectateur. Je pense que le téléspectateur peut comprendre si on est suffisamment pédago et si on est suffisamment intelligent, on peut lui présenter aussi des choses qui peuvent être complexes, mais quand on va parler du projet de loi de finances en France, c'est tout aussi compliqué que le budget européen. Enfin, voilà. Tout à fait d'accord. Monsieur Roggenbuch, vous qui avez également eu pour seul emploi le Centre européen des consommateurs, de la consommation, pardon, quels sont les types d'emplois dans votre domaine et les types de profils qui pourraient le plus coller, entre guillemets, à votre domaine? Alors, en premier lieu, évidemment, pour informer les consommateurs
les conseiller sur leurs droits et résoudre des litiges, il faut déjà avoir évidemment des compétences juridiques. Donc on est une équipe déjà de pas mal de juristes, juristes parfois avec un double cursus, des Français qui ont fait une année d'Erasmus en Allemagne ou l'inverse, des juristes qui parlent généralement les deux langues, même trois langues, généralement c'est français, allemand, anglais. Ça, c'est un petit peu déjà le profil pour le juridique chez nous. C'est nécessaire pour pouvoir communiquer avec tous nos collègues au niveau de l'Union européenne et entre nous ici. Alors, c'est vrai que par contre, à Kehl, on a un langage très spécifique. Je ne sais pas comment on pourrait l'appeler. C'est du mélange de français et d'allemand, parfois dans les mêmes phrases. Ça en devient très drôle. Mais voilà, c'est devenu une culture chez nous. Mais voilà, sans plaisanterie maintenant, voilà, bien sûr, beaucoup de juristes trilingues. Ça, les langues sont évidemment importantes. Et je crois que c'est toujours essentiel de le rappeler dans les études, ne pas négliger les langues, surtout si on veut faire une carrière ou travailler dans un environnement européen. Mais voilà, nous les juristes, on a un langage qui est souvent, un jargon pas évident à comprendre pour les consommateurs. Donc du coup, pour justement informer les consommateurs sur leurs droits, pour les conseiller, pour vulgariser, on a besoin de chargés de communication. Et ils sont extrêmement importants. Il y en a beaucoup chez nous, pareil, qui sont compétents pour communiquer, qui communiquent en français, en allemand, en anglais, qui sont là finalement pour alimenter notre site internet, les informations pour les consommateurs, nos brochures, nos études qu'on mène, puisqu'on fait aussi un peu du legal watch, c'est-à-dire de la veille juridique. On va comparer les législations d'un pays à l'autre, on va essayer de faire des statistiques sur la base des réclamations, des problèmes que les consommateurs rencontrent. Et notre but, justement, c'est de montrer où sont les manques du marché unique, qu'est-ce qui peut être amélioré, qu'est-ce qui peut être harmonisé. Mais pour ça, il faut qu'on puisse présenter des informations, des statistiques d'une manière attractive et d'une manière visible et vulgarisée. Donc là, c'est aussi là l'importance d'avoir des chargés de communication et des graphistes aussi, important aussi, des graphistes qui vont rendre ça attrayant finalement et lisible pour tout le monde. Voilà. Et ensuite, bien sûr, quelques postes au niveau de l'administratif et évidemment un collègue aussi qui fait de la traduction, qui fait beaucoup de traduction, parce qu'il faut traduire non seulement les études et les brochures, mais il faut traduire évidemment nos actes en interne, les contrats, tout ça. Donc voilà, le juridique, la communication, la traduction, là, ça fait partie des grands corps de métier chez nous. Voilà. Très bien, merci beaucoup pour cette réponse très complète. Je me permets maintenant de m'adresser à Monsieur Maury en tant que jeune professionnel ayant un certain nombre d'expériences. Quelle est la structure de l'emploi transfrontalier et est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les différentes opportunités dans les différentes structures qui favorisent les flux de travailleurs transfrontaliers, aussi bien dans le Rhin supérieur que dans la grande région, donc tout au long de la frontière franco-allemande? Alors moi, pour le coup, en 4 ans, j'ai été 4 ans chargé de mission sur 4 postes différents. Donc, lorsque vous recherchez un emploi, un premier emploi, très souvent, vous allez le trouver sous cette dénomination-là. Voilà, dès que c'est sur les projets européens, chargé de projet ou chargé de mission européen. Alors ça recouvre énormément de réalités, tout simplement parce que le chargé de mission, c'est un petit peu le couteau suisse en termes de projet européen. Donc, ce qu'on va vous demander vraiment, c'est d'avoir une capacité à comprendre rapidement une problématique. Voilà, dans mon cas, je suis passé de l'imposition aux questions d'emploi, puis aux questions là maintenant d'industrie 4.0. Ça change quand même si la thématique emploi reste présente. Ce qui va vraiment faire la différence lors d'un entretien, ça va être de montrer que vous êtes capable d'apprendre rapidement une problématique. Pas d'en devenir un expert, évidemment. Il y a d'autres personnes qui sont bien plus à même de le faire. Mais voilà, c'est essentiellement ce type d'opportunité-là en tant que chargé de mission. Alors, ça peut être de la coopération universitaire, comme c'est le cas, par exemple, avec ECOR, le campus européen, ou l'Université de la Grande Région. Vous avez des thématiques extrêmement variées dans le secteur de la santé aussi, où vous n'avez pas forcément besoin d'être le spécialiste en matière de santé, mais vous devez montrer que c'est une thématique qui peut vous intéresser. Voilà, donc là, il y a vraiment ce côté curiosité aussi. Au niveau de l'AFPA Grand Est actuellement et plus précisément du projet dont je m'occupe, donc Digimob Industrie 4.0, par rapport à des expériences précédentes, on a vraiment la chance d'avoir une équipe qui est pluridisciplinaire. Donc effectivement, moi je suis maintenant chef de projet. On a une chargée de mission qui a des
tâches un petit peu similaires. Voilà, on est sur de la gestion de projets européens, sur du reporting, sur les fonds européens. Ça, il faut vraiment avoir des connaissances par rapport à ça, ce qui implique aussi des connaissances linguistiques. Donc là, dans le cadre de la grande région, français, allemand et l'anglais, évidemment, reste important, puisqu'un certain nombre de textes vont être en anglais, encore plus lorsqu'on parle d'industrie. Mais on a également, on va avoir prochainement une chargée de recrutement, voilà, donc qui devra être capable de faire des tests d'allemand. Alors, pas d'un niveau forcément très élevé, mais en tout cas capable d'évaluer le niveau de nos futurs stagiaires. Chargé de communication, Ralph en parlait. Plus original, peut-être un ingénieur de formation, et là en particulier dans le domaine de l'usinage et de la mécanique. Voilà, donc on n'a pas forcément besoin d'avoir un profil de sciences humaines ou de langue pour faire des projets européens. Donc là, en l'occurrence, le collègue qui s'occupe de ça, il est en train de monter avec les partenaires wallons, luxembourgeois et allemands des parcours de formation dans l'industrie 4.0. La plupart de ces partenaires-là, en tout cas, n'ont pas de langue commune. Voilà. Donc, ils font des projets européens à un autre niveau que le chargé de mission ou le chef de projet, mais ça en fait partie évidemment. Un autre profil encore qui est possible, c'est le commercial. Nous, actuellement, on travaille avec des entreprises sur les 4 versants. Donc là, je parle de la grande région, mais c'est le cas évidemment lorsqu'on travaille dans le Rhin supérieur avec la Suisse. Et donc là, le commercial doit être en mesure, si possible, évidemment, c'est extrêmement souhaité actuellement vu le dynamisme de l'économie allemande, doit être en mesure d'aller démarcher des entreprises sur les versants luxembourgeois, allemands, où la langue de travail est assez régulièrement, l'allemand peut être l'anglais aussi. Voilà, donc au niveau des différents métiers que je retrouve actuellement au niveau des projets européens. Merci, Monsieur Maury. Merci à vous tous pour vos questions, pour vos réponses, pardon, à nos questions. Johanna, si tu veux prendre la parole. Oui, merci beaucoup aussi pour vos interventions. Et justement, maintenant, j'aimerais vous demander quelles sont en fait les contraintes ou les exigences liées à vos métiers. En commençant par Monsieur Lionel Julien. Les contraintes et les exigences, finalement, c'est d'être le plus, d'être le plus pédago possible, en fait, je pense, pour parler de l'Europe aujourd'hui. C'est d'être le plus simple, le plus efficace, le plus juste aussi, sans se voiler la face, hein, surtout quand on parle d'expliquer en fait que, quoi qu'on en dise, les institutions sont importantes et de parler de l'Europe institutionnelle, c'est quelque chose d'important de toute façon, de l'expliquer, de montrer comment ça marche, de voir, et c'est de sans pas faire de démagogie parce que c'est pas notre rôle de toute façon de journaliste, mais c'est d'être le plus juste possible et d'être le plus précis possible, tout en essayant d'habituer aussi les gens alors c'est vrai qu'on le fait peut-être plus facilement à Arte parce qu'on a cette culture franco-allemande, donc européenne en tout cas, mais ça c'est vraiment important en fait, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris aussi en étant à Arte, c'est d'être dans une entreprise. Encore une fois, je dis européenne parce qu'elle l'est de fait, en tout cas elle est franco-allemande au moins déjà, donc c'est déjà 2 pays. Et pas les moindres, mais dans l'histoire européenne. Mais c'est en tout cas d'essayer d'habituer les gens à avoir ou de forger une sorte de... J'aime pas le mot opinion publique parce que ça veut rien dire, mais une sorte petit à petit de participer à l'édification d'une identité européenne en fait. Et de dire il y a ça, de faire attention à ce qu'on dit aussi, pour pas prêter le flanc à la critique ou encore une fois à une lecture démagogique des choses. Donc c'est sans tomber non plus dans le BA, il y a des choses qui ne vont pas en Europe, c'est évident. Mais c'est toujours de faire attention, de dire qu'on part, de toute façon, l'Europe se construit aussi à partir des institutions. Et elles sont démocratiques aussi, elles ont une légitimité démocratique qui peut être déléguée, on appellera ça comme on voudra, mais de faire attention à ça en fait. Mais je crois que le plus important, c'est d'être pédago, c'est la pédagogie, d'expliquer aux gens, et pas tant pour les convaincre, mais de leur dire, voilà, c'est comme ça marche comme ça en tout cas. Et d'être le plus juste possible
là-dessus. Mais encore une fois, c'est précision et pédagogie. Et les contraintes viennent de ça aussi, de cette exigence finalement, d'être... C'est compliqué parce qu'on est tous, on est en Arte, on a tous une sensibilité plus européenne. De toute façon, on vient pas là par hasard, donc on essaie de laisser notre subjectivité de côté, mais c'est pas toujours facile. Et dans les choix qu'on peut faire aussi, mais d'expliquer aux gens pourquoi c'est important, enfin, de transmettre, en tout cas, d'être des passeurs, enfin, quelque part. Peut-être qu'on a un rôle politique aussi, bien sûr. Il faut pas se le cacher. On a un rôle politique à notre niveau, à notre très petit niveau, hein, mais de transmettre aussi ce qui est en train de transmettre ça, peut-être parce qu'on a aussi une importance, une résonance médiatique, donc parce qu'on est journaliste et voilà. Et c'est marrant parce qu'on le voit de toute façon, on le voit je le vois surtout depuis que je suis à Bruxelles, de voir comment les correspondants sont traités par rapport aux nationaux. Enfin, je le vois surtout avec mes collègues, les gens la façon comment l'info est traitée quand on n'est pas à Bruxelles, quand on n'est pas au fait des trucs, etc. Et je le vois même avec ma rédaction, hein. Des fois, c'est compliqué de leur expliquer. Non, mais c'est marrant, je l'ai vu l'autre jour, je reviens sur une histoire de cour de justice, mais où on me posait la question, mais pourquoi? Mais attends, mais la cour de justice, il y a cet arrêt, mais ça veut dire quoi? C'était sur Orban et sur les universités, la fameuse université dite Soros. J'ai dit non, mais la Cour de justice, il n'y a pas de police européenne qui va venir arrêter Orban parce qu'il a été condamné, c'est parce qu'on a condamné la Hongrie, mais il y a une procédure qui se met en place. Donc la Commission va devoir vérifier que la Hongrie, le gouvernement hongrois applique bien la décision de la Cour de justice. Après, il y aura peut-être une astreinte financière qui va être mise en place, mais pas tout de suite. Donc, mais c'est expliqué. C'est vrai qu'on a l'impression... Là encore, je vous parle un peu de mes souvenirs de vétérans, finalement, de l'Europe, mais c'est vrai que la différence, et c'est ça qui me fait... où je me dis qu'il faut encore se battre pour expliquer aux gens qu'une décision de la Cour de justice, elle s'applique en Europe, elle doit s'appliquer en Europe. Après, si elle ne s'applique pas, il y a des condamnations. Et donc, quand un autre journaliste d'Arte, beaucoup plus jeune que moi, me posait la question, ouais, mais je lui dis non, après, il va falloir... mais c'était de lui expliquer, à lui aussi qui est journaliste, de lui dire non, non, la décision s'impose. Après, que la Hongrie ne la respecte pas, ça c'est autre chose, mais en tout cas, il y a des moyens aussi d'imposer à la Hongrie par des sanctions financières, par une astreinte financière, ce genre de choses. Donc, c'est toujours c'est le besoin excusez-moi, je suis un peu long et peut-être un peu confus, mais de devoir expliquer en permanence et de devoir remettre les choses de remettre l'ouvrage sur le métier et d'expliquer en permanence, en fait. Mais c'est ce que je vous disais au tout départ, finalement, je n'aurais pas dû être si long, c'est la pédagogie, ouais. C'est la pédagogie sur l'Europe. Et d'expliquer justement les choses. Oui, c'est la pédagogie, l'éducation, enfin, le fait de transmettre des idées, des opinions et tout, ça peut forger aussi les propres opinions des étudiants, etc. C'est ce qui est le plus important, en effet. Mais merci beaucoup. Monsieur Ralph Roggenbuch. La pédagogie, c'est vrai. Finalement, chez nous, c'est aussi un petit peu comme ça. Quand on s'adresse aux consommateurs, finalement, eux pensent parfois connaître très, très, très bien leurs droits, mais ce n'est pas toujours aussi évident. Les textes de loi sont complexes à comprendre, les directives, les règlements européens. On est là, finalement, pour vulgariser ces textes, pour que le consommateur, finalement, le consommateur lambda, comprenne ça au maximum. On est aussi là pour leur montrer que l'Europe fonctionne, que certes, c'est un chantier, que parfois, oui, un consommateur peut être déçu parce que la législation n'est peut-être pas forcément favorable pour lui ou qu'elle est différente d'un pays à l'autre, mais lui montrer aussi que nous, on travaille justement pour relever ces manques d'harmonisation, pour essayer d'améliorer quelque chose, toujours pour apporter un plus à l'édifice, finalement. Donc, on joue aussi un peu un rôle de pédagogie et peut-être de facilitateur, dans une certaine échelle, évidemment. Mais tout ça, ça passe aussi par une vulgarisation importante des textes, des lois, pour que les consommateurs comprennent ce que sont leurs droits. Donc ça, voilà. Ça, c'est une partie des choses. D'ailleurs, on a une collègue qui... on peut rejoindre un petit peu ce que disait Lionel avant, sur le cursus, sur les changements de chemin parfois qu'on prend. Une collègue qui a été juriste, qui a étudié le droit,
et qui finalement a bifurqué dans la communication en restant chez nous et qui est maintenant chargée de communication. Donc pour elle, c'est extrêmement intéressant puisque quand on prépare des nouveaux supports d'information pour les consommateurs, qui parfois sont encore très juridiques, parfois peut-être encore lourds dans leur forme, elle a justement cette double compétence très intéressante, à la fois juridique et de communication. Donc elle comprend exactement la loi, et elle a ce pouvoir de la vulgariser encore, de la rendre encore plus facilement accessible, même si bien sûr, nous les juristes, c'est aussi notre rôle de le faire. On n'est pas là que pour informer de manière brute le consommateur, on vulgarise aussi. Mais les chargés de communication font encore un pas de plus pour que l'information soit le plus accessible possible et pour que ça reste pédagogique aussi. Donc ça fait partie. Ça, c'est peut-être un premier aspect. Et chez nous, alors je ne sais pas comment c'est chez Arte, mais il y a aussi l'interculturel dans l'entreprise. Ça, c'est encore une autre partie de l'aspect, c'est comment se comprendre entre les collègues français et allemands, sachant qu'on n'a pas les mêmes manières de raisonner. On n'a pas forcément les mêmes manières de penser, de construire un projet. En France, on est plus en termes de polyvalence, on va essayer un petit peu de toucher à tout. En Allemagne, nos collègues, alors sans vouloir faire une généralité, hein, c'est différent d'une entreprise à l'autre, ça peut être différent d'une personne à l'autre, mais en Allemagne, on va avoir un spécialiste pour chacun. Hein. Les Allemands sont parfois un peu plus directs, plus cash, plus explicites. Du côté français, on a parfois tendance à être un peu plus implicite, à prendre plusieurs chemins pour donner une information. C'est des choses qui ont l'air anodines comme ça, mais quand on communique, parfois, on peut parfois être un peu interpellé par la réaction de l'autre en face. Le français interpellé par la réaction de l'allemand, l'allemand interpellé par la réaction du français. Et je pense que c'est aussi important, je ne vais pas maintenant faire tout un listing des différences interculturelles, hein, mais c'est important, je pense, d'avoir du recul dessus, de se dire, on travaille dans une équipe avec des gens d'une autre nationalité, qui ont grandi dans un autre pays. On est européen, mais on a quand même des différences. Et heureusement encore qu'on a des différences. Ça serait triste sinon. Mais il faut en faire une richesse. Et pour ça, j'encourage vraiment les étudiants, les personnes qui seraient intéressées par une carrière outre-Rhin européenne, de faire un stage ou un job d'été ou un travail saisonnier, une mission, justement dans une équipe comme ça. Parce que c'est super enrichissant. Et bon, moi, je l'ai fait quand j'étais encore étudiant, par les jobs d'été, j'allais travailler à Europa Park, hein, au parc d'attractions. Voilà, j'étais dans un magasin entre français et allemand, donc ça m'avait déjà permis un peu de cerner tout ça, outre le fait que j'ai une double culture, mais l'interculturel, voilà, c'est très important. Je pense qu'il faut avoir du recul dessus, se rendre compte que voilà, on a différentes manières de penser, de réagir, et c'est important. Voilà, il faut l'anticiper. Donc ça, c'est encore un autre aspect pour ma part. Voilà. Oui, bah, oui, bien sûr, vous avez raison. C'est très important de travailler au sein d'une équipe internationale. Ça fait aussi ouvrir, ça enrichit l'éducation qu'on a eue et nos connaissances. Exactement. Et d'ailleurs, Monsieur Maury, il peut aussi rajouter quelques mots là-dessus et rajouter aussi ses contraintes et exigences qu'il pense liées à son métier. Oui, alors sur l'interculturalité, effectivement, il y a une vraie différence entre français et allemand. C'est quelque chose qu'on sent. C'est plus étonnant, mais il faut en avoir conscience aussi que quand on travaille avec des partenaires belges ou avec des partenaires luxembourgeois, il peut y avoir au moins autant de différences. Voilà. Et quand on commence à travailler sur la nomenclature, quand on commence à travailler sur des supports de communication à mettre en commun, dans le secteur de la formation professionnelle, mais j'imagine aussi dans d'autres secteurs, on n'arrive pas forcément plus facilement à se mettre d'accord en tant que francophone. Pour autant, travailler dans un domaine interculturel, dans un domaine qui est touché par cette interculturalité, c'est vraiment très stimulant d'un point de vue enrichissement personnel. Par contre, et je suis d'accord là-dessus, ça reste une contrainte. Il ne faut pas tomber dans les discours uniquement oui, en disant non, l'interculturalité, c'est formidable. L'interculturalité, on la ressent avant tout quand il y a ces frictions interculturelles. Après, on peut apprendre à les apprécier. Ce qui est très important dans le métier de chargé de projet, c'est la capacité à sortir de sa structure, avoir conscience qu'on travaille toujours en partenariat, qu'on n'a pas toutes les réponses et que les institutions ou les partenaires se complètent. Et ça, c'est vrai que ce n'est pas forcément la logique qu'on a quand on travaille dans un secteur franco-français. Voilà, on a l'habitude de travailler regroupé. Quand on est une entreprise ou en tout cas à but commercial, on voit aussi les autres comme des concurrents. Or, dans le secteur des projets européens, il n'y a pas de concurrence. En tout cas, il ne devrait pas y en avoir. Et
j'en viens aussi à un autre point qui est important quand on est sur… alors moi, je suis dans un cas qui est un petit peu différent d'Arte ou du Centre européen de la consommation, c'est que la structure à laquelle j'appartiens n'est absolument pas européenne par essence. Elle est même très, très française dans sa manière de fonctionner et à travers ses donneurs d'ordre. Et donc, en tant que responsable européen, on est un petit peu isolé dans cette équipe. On fonctionne avec un tempo qui est différent, avec des logiques financières qui sont différentes. On en revient à la pédagogie dont parlaient Lionel et Ralph. On doit être capable d'expliquer à notre service comptabilité pourquoi le secrétariat Interreg, le contrôleur de premier niveau, a besoin de tous ces documents. Voilà. Et là, je vous prie de me croire qu'il faut beaucoup de pédagogie quand on voit la liste des justificatifs. Et il y a aussi quelque chose qui est peut-être plus inattendu lorsqu'on entend parler de chargé de projet ou chargé de mission. Il faut accepter de faire de l'administratif. Il faut accepter de s'y coller à un moment. C'est rarement ce qu'on entend quand on voit les descriptifs de poste. Pour autant, il y a tous les outils de reporting opérationnel et financier qui font partie des projets européens sur lesquels il faut avoir une vraie connaissance et développer finalement une vraie expertise et être capable de s'y mettre à un moment. Parce que sinon, je pense qu'on ne vit que la moitié des missions d'un chargé de projet. Tout à fait, merci beaucoup. D'ailleurs, Théo, est-ce que tu veux faire une remarque? Oui, déjà, merci à vous pour vos interventions. Alors, juste une petite remarque d'ordre technique pour nos participantes et participants. Vous avez déjà commencé à poser vos questions sur le chat, c'est très bien. Sachez toutefois qu'il est également possible de poser vos questions via une sorte de main que vous pouvez lever, une main bleue par laquelle vous demandez la parole et vous pouvez poser vos questions à l'oral. Quand vous cliquez sur l'onglet « Participants », en bas de votre écran, à droite, vous allez avoir la liste des participants ainsi que 3 petites mentions en bas, dont la mention « Lever la main ». Donc, je vais le faire pour vous montrer. Donc, il y a une main bleue qui apparaît à côté de votre nom. Et donc, ça peut être aussi un moyen de poser vos questions sans devoir forcément l'écrire sur le chat. Voilà, c'était pour la petite information d'ordre technique. Alors, moi, je vais me permettre justement de poser une dernière question assez simple mais brûlante d'actualité pour vous trois, encore une fois. Quels conseils pouvez-vous donner aux jeunes diplômés qui se destinent à la vie professionnelle en 2020, en année assez particulière, avec une conjoncture très particulière? Monsieur Julien, encore une fois, si vous voulez commencer, quels conseils pouvez-vous donner à ces jeunes journalistes en herbe? Non, je pense que… Après, c'est très compliqué. Non, c'est d'investir le champ européen. Je pense que c'est important. Après, on est plein de doutes. Hein. Moi, à 50 ans, je suis encore plein de doutes sur est-ce que ça va durer. Quand on voit les soubresauts de la construction européenne, il y a 6 mois, avant la crise du Covid, on se disait c'est en train de… Ils sont à 27, on est incapable de s'entendre sur un budget, etc. Après, là-dessus arrive la crise du Covid, on se dit c'est le grand retour des États, ce qui est vrai. Le Parlement n'existe plus en ce moment. Enfin, il n'existe plus, il est quasiment suspendu. Il travaille moins bien parce que c'est compliqué de travailler avec le Covid. Voilà, mais je pense qu'il faut continuer à croire en ça. Enfin, je ne sais pas. Et investir l'information européenne parce qu'elle est de partout. En fait, je pense qu'elle infiltre… Moi, quand j'étais étudiant, donc quand j'avais votre âge, je me rappelle de cette phrase de Delors qui disait au moment du marché unique, donc ça devait être en 85, enfin en 90, allez, pour me rajeunir, il disait en l'an 2000, 80%, ou 70% de la législation nationale sera d'origine européenne. Donc voilà, il faut comprendre ça, il faut comprendre aussi pourquoi vous parliez d'interculturel tout à l'heure, mais il est là, l'interculturel, il est aussi dans la loi, il est aussi dans la fabrication des choses. La loi, c'est ce qui décide aussi de notre commun, donc, et de ce qu'on accepte aussi, de ce qu'on peut accepter nous en tant que Français, de ce qui peut venir dans la décision d'un groupe parlementaire, et peut-être qu'il y a peut-être une influence à ce moment-là qui sera peut-être plus nordique ou plus sudiste, entre guillemets, je dirais, ou plus de l'Ouest, etc. Donc, il faut composer avec tout ça. Et ça, il faut l'investir, il faut savoir ce qu'on veut aussi. On ne peut pas…
dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, je pense qu'il est important et c'est pas seulement l'information, je pense que c'est pas seulement pour les journalistes, c'est pour tout le monde, je pense. Ça fait partie de... Après, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on a voulu? Il ne s'agit pas de défendre Macron, mais qu'est-ce qu'on a voulu en élisant un président comme Macron? Je mets de côté tout le reste, mais je pense que si Macron a existé, c'est aussi qu'il y avait une envie d'Europe de la part des gens en France. Donc, il y a cette envie, donc qui passe peut-être pas forcément aujourd'hui comme elle devrait, parce que c'est plus compliqué, mais non, je pense qu'il faut continuer à investir l'interculturel parce qu'on n'a pas le choix. Aussi bêtement que ça, enfin, on n'a pas d'autre choix que je veux pas sortir les arguments l'Europe sans l'Europe c'est la guerre, c'est pas ça, mais c'est un peu ça quand même aussi. Enfin, il faut aller aux choses des fois il faut revenir aux fondamentaux, et les fondamentaux ils sont là. Vraiment, je crois que c'est investir l'Europe dans tout ce que ça peut comporter, peut-être de trucs plus compliqués parce que c'est pas nous, parce que c'est l'autre. Parce que c'est pas seulement l'allemand, c'est le belge aussi, parce que le belge, moi je m'en suis rendu compte en arrivant en Belgique avec les francophones, ils sont pas français, hein. Donc ils sont belges d'abord. Donc et c'est important, c'est bien ça. Et pareil pour, je n'irai pas jusqu'au, mais d'avoir ce qui va nous manquer. Évidemment que les Britanniques vont nous manquer. Évidemment qu'ils vont nous manquer parce qu'ils apportaient quelque chose. Donc voilà, ils reviendront peut-être, mais je pense que tous les pays, on a appris ça, et je pense que la construction européenne, c'est con de le dire, mais vraiment l'interculturel, il est là, il est à la base de ça, dans la discussion politique, dans le compromis, dans le compromis permanent qu'est l'Europe. C'est en même temps l'histoire, elle est intellectuellement, elle est passionnante, je trouve. L'histoire de cette construction des 70 dernières années, même si on en doute, et j'en doute pas tous les jours, mais moi je me dis, mais c'est vrai que ça a 70 ans, donc ça peut se casser la gueule. Et c'est peut-être, on est toujours sur une ligne de crête en ce moment, de savoir ce qui va se passer demain, de savoir si on pourra avoir un budget, si les Hongrois et les Polonais se braquent sur le budget à cause de l'état de droit, etc. Voilà, on n'en sait rien de tout ça. Et la période est trouble. Donc, on le voit jusqu'à encore ce week-end, etc. Donc, non, il faut croire il faut continuer. Mais voilà, il faut investir l'Europe, comme vous dites, aussi bien. Voilà. Aussi bien chez Arte qu'au Centre européen de la consommation, justement. Monsieur Roggenbuch, puisque je me permets de vous donner à présent la parole, quels conseils pouvez-vous donner à des jeunes juristes de droit privé, mais également de droit public, qui seraient intéressés par ce type de carrière? Bon, après, voilà, je rejoins déjà ce que dit Lionel. Effectivement, ce n'est pas la période la plus facile en ce moment. Entre le Brexit qui peut laisser douter sur les États, le coronavirus, le terrorisme d'une certaine manière aussi. Voilà. Mais bon, ceci dit, c'est grâce justement à des structures comme Arte, comme le Centre européen de la consommation, comme tout plein d'autres structures, que finalement l'Europe existe et qu'elle persiste, qu'elle continue. Et c'est vrai, moi je pense souvent de la même manière, comme mon prédécesseur l'a dit avant. Quand des gens parfois discutent avec moi, je ne parle pas des consommateurs, mais comme ça en privé, les gens discutent avec moi et me disent mais qu'est-ce que l'Europe elle a fait pour nous? Je leur dis mais est-ce que toi tu as connu la guerre? Non. Alors oui, effectivement, il y a une ligne de crête, il y a une fragilité, mais je crois qu'on n'a jamais eu une période aussi calme finalement depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, depuis finalement l'avènement de l'Union européenne. Il ne faut pas l'oublier ça. Et c'est vrai que nous, voilà, on relève les manques qu'il y a dans l'Union européenne, dans le marché unique pour les consommateurs, pour la mobilité des consommateurs, mais on est aussi là justement pour montrer ce qui marche. Et c'est justement grâce à nos remontées, grâce au reporting, grâce au journalisme européen, au journalisme franco-allemand, à celui d'Arte, grâce aux actions de toutes ces structures-là, que finalement l'Europe persiste, qu'elle s'améliore. Mais il est vrai, ça restera toujours un chantier. Ça ne peut pas être un projet fini, l'Europe. C'est un chantier, mais on est là pour faciliter, pour le rendre voilà, le plus, comment dire, je ne trouve pas le mot maintenant, pour harmoniser et pour que tout le monde vive au mieux dans cet espace-là. Maintenant, voilà, au niveau des juristes ou au niveau des autres métiers, je crois qu'il faut garder cet optimisme, évidemment, ne pas comment dire, avoir peur, oser passer les frontières. Alors bien sûr, en ce moment, c'est un peu plus compliqué avec le contexte, évidemment, en espérant que ça va vite être résolu au niveau sanitaire, mais ne pas hésiter à passer les frontières, à faire des stages,
à l'étranger, justement découvrir l'interculturalité qui, comme je disais avant, hein, quand je disais le mot contrainte, c'est un peu un grand mot, c'est pas une contrainte en soi, mais c'est quelque chose qu'il faut anticiper, mais c'est ce qui fait toute la richesse justement, c'est ce qui fait le lien entre tous nos pays, c'est cette interculturalité. Effectivement, c'est une difficulté aussi parfois pour l'élaboration des lois, hein. Mais à la fin, c'est ça l'Union européenne, ça fait partie aussi de la définition de l'Union européenne, de l'interculturalité. Donc voilà, je dis il faut garder la tête haute et puis ne pas hésiter à se lancer, à chercher ces cursus qui existent à notre niveau, hein, au niveau de notre structure, au niveau du Centre européen de la consommation. D'ailleurs, on fait même un guide étudiant. On a fait un guide étudiant qui est en ligne, qui vous permet, alors plus au niveau franco-allemand qu'au niveau européen en général, mais qui permet aux étudiants français d'en savoir plus concernant les cursus en Allemagne, tout ce qui est possible de faire en Allemagne et vice-versa. Donc ça fait partie aussi des outils qu'on met en avant pour encourager justement les étudiants à suivre des cursus européens. Voilà. Voilà. Je pourrais dire beaucoup d'autres choses, hein, mais... Oui, non, mais voilà. c'est très intéressant. Mais au final, ce qui définit l'Europe, c'est bien l'interculturalité et donc aussi le transfrontalier. Donc, le Centre européen de la consommation et l'AFPA Grand Est sont des représentants du transfrontalier. Justement, Clément Maury, à l'Université de Strasbourg, il y a un certain nombre d'étudiants qui sont intéressés par des carrières dans le transfrontalier, dans ces structures qui caractérisent la coopération institutionnelle France-Allemagne. Quels conseils est-ce que vous pouvez donner à ces étudiants qui sont intéressés par ce type de carrière à la fois transfrontalière et interculturelle franco-allemande, mais également franco-germano-suisse, franco-belgo-suisse, etc. Alors la première chose déjà, ça va vous paraître tout bête, mais ce qui est très important, c'est de se renseigner. Il y a un nombre de structures transfrontalières franco-allemandes qui est absolument hallucinant. Souvent, ce sont de petites équipes, donc vous allez avoir 2, 3, 4 centres européens des consommateurs. Vous êtes une petite cinquantaine, me semble-t-il. Oui. Voilà, et c'est une grosse équipe d'un point de vue transfrontalier. Oui. Voilà, c'est une très grosse équipe. Non, donc alors ça c'est le point un petit peu négatif, le fait qu'il y a beaucoup de petites structures. Donc, il ne faut pas forcément s'attendre à ce que ces petites structures publient des offres d'emploi tous les 4 matins. Pour autant, il y a beaucoup de turnover. C'est beaucoup des jeunes diplômés qui tournent sur ces postes de chargé de mission. Donc, il faut vraiment être très à l'écoute de ce marché, puisque régulièrement, pour évoluer, on choisit plutôt la mobilité à l'extérieur de l'institution qu'au sein même. En tout cas, ça a été ma réflexion à moi. Ce que ça implique aussi, c'est qu'il faut que vos candidatures soient extrêmement qualitatives. Je l'ai fait aussi, d'envoyer mon CV à des groupes de parlementaires en me disant qu'ils allaient le relayer et que forcément, ils allaient remarquer mon CV par rapport aux autres. Mais ça n'a pas eu lieu. Voilà. Alors, si c'est arrivé à certains, tant mieux. En tout cas, ça n'a pas été mon cas. Ce qui a vraiment changé, c'est quand j'ai été capable de mettre le doigt sur la préoccupation de cet employeur, de cette petite structure qui avait une problématique en particulier et qui ne recevait pas une xème candidature, une xème lettre de motivation qui montre tout sauf de la motivation par rapport à la mission en particulier. Voilà. Je peux vous dire que ce n'était pas forcément évident de montrer que j'étais motivé par la question d'imposition des retraites. Pour autant, une fois qu'on a réussi cet exercice-là, à 23 ans, je pense qu'on peut prouver beaucoup de choses derrière. Voilà. Ce qui est important aussi par rapport à ça, c'est qu'on peut se faire aider. Donc là, vous avez, par exemple, nous-mêmes, nous 3 intervenants dans des secteurs différents qui, généralement, sont ouverts à la discussion. Si jamais vous souhaitez échanger à l'issue de cette conférence, en tout cas, moi, il n'y a pas de souci. Il y a aussi des structures spécifiques qui peuvent vous aider. Vous avez, par exemple, le service de placement transfrontalier, qui est une coopération entre Pôle emploi et la BA, donc la Bundesagentur für Arbeit, qui là va avoir un regard à la fois sur le marché de l'emploi strasbourgeois et le marché dans l'Ortenau. Vous pouvez aller ailleurs au niveau du Rhin supérieur, vous allez en avoir d'autres, vous en avez même en Lorraine. Vous avez EURES au niveau de la Commission européenne. Enfin, vous avez un certain nombre de structures qui sont là pour vous aider. Et vous allez voir, à partir du moment où vous contactez l'une de ces structures, vous tirez un petit peu le fil et vous allez avoir toute la coopération transfrontalière qui va s'étirer devant vous avec toutes ces différentes structures, qui sont autant d'opportunités d'emploi parce que ce sont des structures qui recrutent énormément de jeunes diplômés. Donc, vraiment vous renseigner et faire de la candidature qualitative, surtout pas de quantitative par rapport au transfrontalier. De manière générale, mais encore moins dans le transfrontalier.
Tout à fait. Merci à vous trois pour ces contributions. Donc, nous allons dès à présent lancer le temps de questions avec vous, participantes et participants. Donc, Johanna, nous avons déjà des questions dans le chat. Oui, tout à fait, Théo. Donc, la première question était... Ah, oui, avant de lancer la question, enfin, ce que je voulais rajouter par rapport à ce que Clément a dit, c'était vraiment de bien, enfin, quand vous candidatez pour un stage, que ce soit un stage ou un emploi, c'est bien d'identifier les besoins de l'entreprise, de l'endroit, de l'équipe, etc. Et de bien vous intéresser à ce qu'eux, ils cherchent, enfin, quels sont leurs besoins, etc. Et parce que moi-même, je suis dans ce processus actuellement. Donc, la première question que nous avons, c'était par un participant, quel type de métier chez Arte peut créer du contenu culturel, émissions, films, séries, dans un but pédagogique? Est-ce que vous voulez que je répète ou... Alors, monsieur Julien, oui, c'est une question Monsieur plutôt Julien, oui. pour Arte, a priori. Oui, oui. Là, oui, je l'ai lu tout à l'heure rapidement la question, je vais la relire pour être sûr de bien. Non, oui, le contenu culturel. Attendez, vous pouvez me la répéter, Johanna, s'il vous plaît? Oui, quel type de métier chez Arte peut créer du contenu culturel dans un but pédagogique? Que ce soit une émission, un film ou une série, etc. Je peux l'expliquer, monsieur, c'est moi qui ai posé la question, je peux vous l'expliquer si vous voulez. Ouais. Ah. Oui, allez-y. C'est ça. Alors, moi, voilà, déjà j'aimerais vous dire merci parce que Arte, quand même, me fait évoluer tous les jours au niveau des contenus. Donc, super job. Et du coup, moi, ce que je voulais savoir, c'est que si on intègre Arte, est-ce que c'est possible de créer justement ce contenu pédagogique, du moins ce contenu culturel, à travers des films, des séries ou voilà, ces projets artistiques, même si on n'est pas, même si c'est pas forcément notre corps de métier. Est-ce qu'il y a une créativité qui est offerte chez Arte, une liberté pour pouvoir amener ce contenu, voilà, un film, une série, une émission. Après, si vous voulez, la fiction, par exemple, le cinéma, c'est Arte peut coproduire, etc. Donc après, ça passe par les boîtes de... Enfin, c'est l'industrie des médias qui est comme ça aussi. Donc il y a beaucoup de choses qui sont des coproductions, qui sont faites, qui sont sous-traitées, si vous voulez, pour les fictions, etc. Après, dans le cadre plus spécifique enfin, je parle de ça, mais ou du théâtre, etc. On peut commander, coproduire, etc. Certains programmes. Après, on peut en produire. Il y a des programmes phares d'Arte, je pense à Carambolage, évidemment, ou à l'Info, etc., ou à 28 minutes, etc. Après, c'est des collaborations. Après, tout dépend du corps de métier. Et là, par exemple, 28 minutes, on passe par une boîte de production. Donc après, c'est des... il y a des propositions. Est-ce qu'on peut envoyer... Après, c'est vrai qu'Arte, en 20 ans, 25 ans, depuis 25 ans où j'y suis, a vraiment évolué. Donc, et le marché aussi a évolué. Donc, on passe beaucoup plus, il y a une plus grande habitude à aller vers des sous-traitants, vers des projets de programmes qui sont apportés par des externes, etc., par des maisons de production, par des boîtes de prod, etc. Donc, et après, dans ces boîtes de production, ou même au sein d'Arte, je prends l'exemple de Carambolage, par exemple, il y a plusieurs métiers à l'intérieur. Il y a le métier de rédacteur, le métier des graphistes, le métier de réalisateur, etc. Donc, c'est différentes. Mais je pense qu'Arte reste une maison ouverte, il me semble, en tout cas, j'espère, en tout cas, qu'elle reste ouverte comme elle l'a été depuis une trentaine d'années, finalement. Sans doute, est-ce aujourd'hui plus compliqué parce que la structure est devenue plus grande, donc avec les lourdeurs inhérentes à l'agrandissement de la chose, mais c'est vrai que c'est... enfin, j'ai été juriste au départ, donc je n'ai pas été empêché à Arte de devenir journaliste et d'avoir et même d'aller vers le monde de la culture quand j'ai été rédacteur en chef j'ai été rédacteur en chef de 2 émissions culturelles, donc ça m'a pas empêché de m'intéresser au théâtre et de m'intéresser au cinéma plus spécifiquement, mais donc voilà, Arte a permis ça. Est-ce que c'est encore le cas? Oui, je pense que c'est toujours le cas. Je pense qu'Arte est une chaîne ouverte sur les autres, etc. Après, la structure elle-même, je dirais économique, est devenue plus complexe. Donc, on passe beaucoup plus par des sous-traitants, etc. Donc, mais c'est la télévision en général qui a évolué comme ça. Il n'y a pas qu'Arte. Donc, c'est entre en interne, oui, il y a des choses qui se font. Mais c'est vrai, quand vous regardez vraiment ce qui se fait vraiment en interne à Arte, produit propre par la chaîne,
il y a peu de choses finalement. Ça doit correspondre à 15% des programmes de ce qui se passe à l'antenne. Donc après, tout passe par des maisons de production. Après, combien de projets, même moi, j'ai voulu développer, que ce soit culturel ou européen, j'ai été arrêté parce que c'est pas le moment, c'est trop cher, etc., etc. Donc voilà. Après, c'est des histoires d'opportunités. Je pense que quand elles se présentent, il faut y aller. Ouais, il faut. Mais Arte, je pense, reste ouverte à la créativité. Je vous dirais pas. Enfin, même si des fois j'enrage de ne pas voir ça sur Arte, oui, ça m'embête, mais c'est comme ça. Je suis pas directeur des programmes ou président d'Arte, donc voilà. Mais c'est vrai que j'ai un peu, je vois un peu ce que. Mais après, on peut en parler. Si Johanna, je peux vous donner mon numéro, enfin mon mail ou mon téléphone, on peut en parler plus précisément. Voilà. Oui, voilà, je pense que nos intervenants sont suffisamment, peuvent avoir tout à fait, pourront répondre à toutes vos questions après cette conférence qui, malheureusement, ne va pas durer toute la nuit, même si plein de questions sont très intéressantes. Alors, une deuxième question qui s'adresse à vous trois, mais qui ne correspond pas vraiment à votre corps de métier. Une question de Sabrina Mugino, qui demande, dans un cas de force majeure, comme un attentat, et en particulier l'attentat en Autriche début novembre, mais également pour le Covid-19, donc pour des cas de force majeure et des situations de crise, quels sont les types de métiers de l'Europe qui peuvent être... qui sont susceptibles d'intervenir et être un soutien, que ce soit social, politique ou même économique. Ce n'est pas vraiment votre domaine d'expertise, mais est-ce que vous avez une idée dans ces types de situations très tendues, quels sont les types de métiers européens qui peuvent intervenir? Peut-être M. Roggenbuch? Ouais, je pense que c'est très varié. Après, je vais plutôt parler de 2-3 formations dont j'ai déjà entendu parler. Je sais qu'au niveau de l'ECOR, il me semble que c'est toujours actuel. Hein. L'ECOR, c'est le réseau des universités du Rhin supérieur. Il y a un master en sécurité de l'Europe, stabilité internationale, qui peut former à des métiers d'experts, de consultants, travailler dans des ONG ou dans des services étatiques. Donc, comme le titre le dit, hein, sécurité internationale, enfin stabilité internationale, sécurité de l'Europe, ça peut éventuellement entrer dans ce contexte quand même. Il y a aussi à Strasbourg, il me semble toujours, je ne vais pas dire d'erreur, un master pour tout ce qui est droit, master de droit contre le blanchiment et fraude au niveau européen, ce genre de choses, tous ces réseaux-là. On sait quand même que le blanchiment d'argent a permis de financer aussi des attentats au niveau de l'Union européenne, au sein de l'Union européenne. Donc voilà, ça peut être ce genre de formation, experts, consultants, travailler dans des ONG, dans d'autres services étatiques. On ne va pas forcément dire beaucoup plus, mais c'est un petit peu les échos, les idées que j'ai déjà pu, les choses que j'ai déjà pu voir sur Internet, quoi. Voilà, des formations dont j'ai déjà pu entendre parler. Monsieur Maury, vous vouliez aussi également réagir? Oui, peut-être. Alors, sur des cas moins pressants que les attentats en Autriche, mais vous avez aussi le Corps européen de solidarité pour des jeunes diplômés notamment, qui permet de s'engager sur des missions de solidarité au sens large et au niveau européen. Voilà. Alors, c'est un petit peu nébuleux, ça regroupe des choses très variées, du bénévolat jusqu'au salariat, mais ça peut être intéressant de se renseigner par rapport à ça. Ensuite, concernant les métiers qui interviennent vraiment dans le feu de l'action, vous me contredirez si jamais je me trompe là-dessus, mais dans l'ensemble, il me semble que ce sont essentiellement des services nationaux plus que des services européens. Vous pouvez avoir des cellules de crise qui sont formées au cas par cas. Vous pouvez avoir aussi, par exemple, là dans le cadre de la Covid, vous avez certains métiers qui sont mis en avant ou certains projets qui sont mis en avant en raison d'une crise imminente. Par exemple, dans le cadre du Rhin supérieur, vous avez un projet Interreg, donc un projet transfrontalier qui s'appelle Trisan, qui a été mis sous le feu des projecteurs parce qu'il s'agissait de mieux mettre en réseau les différents organismes de santé au niveau du Rhin supérieur. Donc là, on est voilà, sur la thématique Covid. Pardon, j'avais mon micro. Merci, Monsieur Maury, pour la réponse. Monsieur Julien, vous vouliez rajouter quelque chose par rapport à la question? Non. Enfin, je rajoutais, je pense que, c'est par rapport à mon métier, de journaliste, je vois pas très bien, si ce n'est raconter ce qui se passe, etc. Mais je pense que dans le cas de la crise du Covid,
on a vu les métiers, ne serait-ce que, je ne sais pas si je réponds peut-être pas à la question, je suis peut-être à côté du vélo, mais je me dis que finalement, de voir les transferts de passion d'un pays à l'autre, vous l'avez vu en Alsace, dans le Grand Est, comme on dit aujourd'hui, dans le Grand Est, ou même de la Belgique à l'Allemagne, etc., ces transferts, donc il y a un début je sais pas, ouais, et c'est pareil sur le. Après, je pense qu'il y a des expertises qui peuvent être partagées. J'imagine que sur les métiers de la sécurité, évidemment, dans le cas des attentats, c'est évident. C'est évident d'une collaboration transfrontalière ou européenne là-dessus. Et pareil pour. Je sais pas, oui, après, sur mon simple métier de journaliste, si ce n'est raconter. Ouais, ouais, voilà. Merci à vous trois pour la réponse à la question. D'autres questions sur le chat, je suppose, notamment Johanna. Oui, en effet, il y a une autre question et qui a un lien en fait avec ce que je voulais aussi demander à Monsieur Maury. Donc en fait, Monsieur Antonin Robert demande: êtes-vous amené à recruter des stagiaires ou des salariés? Et si oui, sur quels critères? Et croyez-vous que le franco-allemand a de l'avenir pour le marché de l'emploi, s'il offrira de nombreux débouchés? Et ensuite, Clément, vous avez plus ou moins répondu à comment vous êtes vendu pour obtenir votre poste, etc. Oui, alors je vais commencer par répondre à la deuxième question. Est-ce que le marché de l'emploi franco-allemand a de l'avenir? Oui, mais il a surtout un présent. Si vous allez actuellement sur un site qui s'appelle Connexion Emploi, vous allez trouver un grand nombre d'emplois de tous les secteurs où des compétences en allemand sont attendues. En anglais, très souvent, mais aussi en allemand. Que ce soit sur des postes de comptables, d'économistes, des postes extrêmement variés, ingénieurs notamment, les diplômes d'ingénieurs sont très appréciés outre-Rhin, où en plus il y a une pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Oui, évidemment, il y a un marché franco-allemand pour aller s'expatrier, mais aussi pour les entreprises allemandes qui sont présentes du côté français. Du côté alsacien, évidemment, mais dans toute la France, l'Allemagne investit énormément. Et donc là, c'est forcément très apprécié d'avoir la capacité d'échanger dans la langue maternelle de la maison mère. Quand même, cette langue-là n'est pas obligatoire au niveau du recrutement. Alors, j'ai été amené à recruter des salariés là récemment. Ça devrait nous arriver encore incessamment sous peu. Ce qu'il faut savoir, c'est que très souvent, vous commencez en CDD. Voilà, quand vous êtes sur les projets européens, vous allez souvent être sur des CDD d'1 an. C'est quelque chose qu'il faut savoir parce que ça peut être un petit peu déroutant au départ. Des stagiaires assez régulièrement aussi. Alors, qu'est-ce qui les distingue? Il y a forcément déjà le niveau de langue. Voilà. Être autonome en allemand, c'est absolument nécessaire. Dans le Rhin supérieur, très souvent, on parle dans la langue, enfin, chacun parle sa propre langue, mais doit avoir une excellente compréhension passive de la langue d'en face, puisque si vous posez une question en français à un Allemand, l'Allemand va vous répondre généralement en français. Voilà. Un critère qui est très important aussi, et je laisserai peut-être les autres collègues répondre au reste après, mais je vous disais, comme on est dans de petites équipes, il y a une question qui est absolument fondamentale au moment de l'entretien, c'est est-ce que j'ai envie de travailler avec cette personne-là? Au-delà du fait qu'elle est compétente, qu'elle parle parfaitement français, anglais, allemand et je ne sais quelle autre langue encore, est-ce que dans une équipe de 3 ou 4, j'ai envie de l'avoir dans mon équipe? Est-ce que je peux lui faire confiance? Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident à valoriser dans une candidature papier. Par contre, au moment de l'entretien, vous devez montrer que vous êtes fiable, que vous êtes une personne avec laquelle on a envie de travailler. Et alors là, je ne sais pas si c'est un bon ou un mauvais conseil, mais moi, je sais que lors de mes entretiens, il y a eu plusieurs fois où il était possible de faire de l'humour. Comme c'est plutôt mon tempérament, j'en ai fait. Et c'est plutôt quelque chose qui est bien passé, dans le sens où ça allait être des collègues de bureau direct. Et ils ont vu que quand j'allais arriver le matin, normalement, je n'étais pas celui qui mettait une mauvaise ambiance. Et ça, voilà, je pense que c'est quelque chose qu'il faut être capable de valoriser aussi. Oui, merci beaucoup. Quelque chose à rajouter, Monsieur Julien, Monsieur Rogenbourg? Allez-y. Oui, alors, ok. Oui, je crois qu'il y a déjà une grande partie de choses là qui
qui a été dite. À notre niveau, voilà, oui, on accueille toujours aussi des stagiaires régulièrement. Et comme le disait Clément, c'est pas de l'avenir, c'est du présent, c'est vrai. Rien que de voir le nombre, au-delà des Français qui vont aller travailler et vivre en Allemagne, ou vice-versa, aussi les Français qui traversent la frontière, comme moi par exemple, on est des milliers de frontaliers tous les jours, hein, passer la frontière. Donc oui, ça a un présent et ça a toujours un avenir, c'est évident. Après, comment se vendre? Évidemment, le niveau de langue, bon, c'est une évidence. Même si après, chez nous, on ne va pas forcément toujours demander que ce soit un Allemand. On ne va pas demander un Allemand langue maternelle, hein, c'est évident, c'est logique, c'est pas possible. Pour quelqu'un dont c'est pas la langue maternelle. Moi-même, c'est pas ma langue maternelle, même si j'ai grandi dans les deux cultures. Voilà. Mais oui, un niveau suffisant. Mais on ne va pas être là à rabaisser quelqu'un s'il n'a pas tout de suite le niveau ou s'il fait des fautes. On n'est pas là pour le juger. Bien sûr, il faut avoir un minimum, c'est évident, pour échanger au niveau professionnel, au niveau juridique, il faut avoir le jargon, ça c'est sûr. Et après, bien sûr, comment se vendre? Ceux qui ont déjà eu une première expérience au niveau transfrontalier, ça peut aider. Voilà. Après, on est conscient évidemment que les stagiaires, souvent, c'est leur première étape. Ils n'ont pas encore eu cette expérience-là. Donc oui, ça va se jouer sur la langue, ça va se jouer sur cette volonté. Et effectivement, on va un peu faire le tour de l'équipe hein, pour le stagiaire, pour qu'il puisse voir un peu à quoi ressemble l'équipe. Et c'est là aussi qu'on peut voir s'il a envie de travailler avec cette équipe, avec ces personnes-là, comme on le disait avant. C'est très important. Donc c'est l'humain aussi, hein, la langue, mais l'humain, et voir aussi s'il va se fondre dans cet esprit-là. Voilà. Bon, après, l'essentiel a déjà été dit avant, je crois, quasiment. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Julien, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose aux langues, à l'humain? Je signe ce qui a été dit. Enfin, oui. Après, l'enthousiasme est le plus important, je pense. Et voilà, et l'énergie qu'on peut parler de l'humour, etc., à pratiquer lors d'entretien. Oui, bien sûr, ça fait partie de l'enthousiasme qu'on sent chez quelqu'un. Pour l'embauche. Et après, évidemment, à Arte, il y a les stagiaires qui peuvent candidater. Par exemple, je crois qu'il y en a deux. Il y en a deux. Enfin, il y en a deux en permanence, on a 2 ou 3, je crois, à l'info. Je parle de l'info. Voilà, qui sont aussi bien affectés au web ou au journalisme. Alors, je sais qu'aujourd'hui, les choses, encore une fois, l'entreprise a grandi, etc. Donc, les choses c'était beaucoup plus facile il y a 25 ans quand j'ai commencé parce que l'entreprise encore une fois, était petite. Et encore une fois, j'ai eu un entretien d'embauche pour un poste où j'étais surqualifié. Donc voilà, j'ai jamais eu l'impression mais je crois que l'enthousiasme et l'énergie suffisent. Pour le reste, c'est rien. Les langues, évidemment. Surtout Arte, évidemment, c'est dans le contrat, donc il faut parler l'allemand. Je parle mieux l'anglais que l'allemand, mais je comprends l'allemand. Donc voilà, et c'est important, mais je crois que l'enthousiasme fait tout. Je pense qu'effectivement, l'allemand, c'est important dans ce milieu franco-allemand, mais après, on peut être aussi chargé de projet européen à Paris et parler anglais ou espagnol ou autre. Enfin, juste aux connexions emploi, j'aimerais aussi rajouter 2 groupes Facebook qui s'appellent la Communauté européenne de l'emploi. Européenne de l'emploi et du stage. Voilà, c'est pour nos participants qui nous regardent et qui seraient potentiellement intéressés par des stages ou des emplois. Est-ce que nous avons d'autres questions? Alors, Johanna, il y a Monsieur Maury et Monsieur Rogenbook qui veulent rajouter quelque chose. Monsieur Rogenbook. Excusez-moi. C'était plus pour des liens utiles, hein. Sans vouloir faire de publicité, il y a le réseau social allemand Xing qui existe aussi, qui peut être intéressant. Hein. C'est quand même pas mal, sachant que là, on va quand même trouver pas mal de choses au niveau du marché allemand. Et puis ne pas oublier l'Office franco-allemand pour la jeunesse, qui aide quand même énormément, là, qui permet vraiment à beaucoup d'étudiants de trouver des programmes, de pouvoir étudier outre-Rhin, de trouver des stages, l'ensemble. Voilà, je vois que le lien apparaît à côté. Enfin, c'est mentionné. Donc voilà, je voulais quand même rappeler que c'est aussi un organisme très important. Il y en a des tonnes d'autres, hein, finalement. Mais c'est vrai que bon, avec eux, on a eu la particularité aussi déjà de travailler un petit peu, quoi. Oui. Et l'OFAGE a aussi sa plateforme Stage-Emploi. Non seulement c'est un organisme qui propose des programmes de mobilité, d'aide à la mobilité, mais qui a aussi une plateforme de stage et d'emploi avec tous les partenaires qui peuvent publier des offres. Monsieur Maury, vous vouliez rajouter quelque chose?
Oui, alors peut-être encore un conseil. Alors je ne le dirai jamais assez, mais le secteur du transfrontalier et du franco-allemand, c'est vraiment un petit monde avec des petites équipes. Donc il ne faut vraiment pas hésiter lorsque vous avez l'opportunité d'aller à la rencontre des personnes qui sont sur les forums, qui travaillent dans ces structures, lorsque vous avez un contact direct. Alors, on n'aime pas tous le téléphone. Pour autant, il ne faut vraiment pas hésiter à solliciter la personne pour cibler au mieux les attentes, se renseigner un maximum et même, on a l'avantage d'être dans un réseau qui, dans l'ensemble, est quand même sympa. Voilà, on se connaît tous ou presque. Dans l'ensemble, on s'apprécie tous ou presque. Il y a vraiment une notion d'entraide entre les différentes personnes qui font partie de ce réseau. Il n'y a pas d'opacité, il n'y a pas la fameuse légende il faut avoir des liens déjà avec les personnes qui sont à l'intérieur. Par contre, comme je vous disais, il y a assez peu d'offres, beaucoup de structures, donc la visibilité, elle n'est pas évidente à avoir. Donc, se manifester, par exemple, comme le font certains, dans le cadre d'un mémoire de master ou d'un devoir à rendre en groupe qui a un lien de près ou de loin avec la coopération transfrontalière, c'est un bon moyen de se faire remarquer aussi, d'aller à la rencontre des acteurs qui très souvent vont devenir vos futurs employeurs. Voilà. Donc ça, vraiment, je ne peux que vous conseiller de profiter de toutes les opportunités, les projets, que ce soit au sein de l'université ou à l'extérieur, pour entrer en contact avec les acteurs du transfrontalier et du franco-allemand en général. Merci, Monsieur Maury, pour ces précisions. Je me permettrai également de rajouter deux petites choses, deux plateformes pour les affaires européennes en particulier. Euractiv Jobs et Eurobrussels, que je mets également dans le chat, sont deux plateformes qui se complètent assez bien. Donc, vous allez trouver un certain nombre d'offres, aussi bien de stages que d'emplois dans les affaires européennes, que ce soit institutionnelles ou plus orientées vers la représentation d'intérêts ou tout ce qui est think tank. Donc, ce sont aussi deux plateformes très intéressantes à explorer pour celles et ceux intéressés par ces différents milieux. Est-ce que nous avons d'autres questions du public? Sinon nous aurions éventuellement une dernière question pour vous trois, donc assez rapidement concernant les différentes perspectives d'évolution dans vos structures. Bien évidemment, vous parlez de vos métiers là, mais il y a eu des choses que vous avez faites avant et il y aura des choses que vous ferez après. Est-ce que vous pouvez nous expliquer assez brièvement quelles sont les perspectives d'évolution dans vos différents milieux, en commençant par Monsieur Julien? Alors, votre micro n'est toujours pas activé. Pardon, autant pour moi. Les perspectives d'évolution. Bah, oui, j'ai encore une fois, hein, je suis un vieux routier déjà quand même. Donc, les perspectives d'évolution, je pense qu'elles se présenteront en fonction de l'évolution d'Arte aussi. Alors, c'est vrai que moi, je me suis toujours posé la question quand je suis arrivé et quand j'ai commencé à travailler, je me dis non, je ne resterai pas, je ne ferai pas comme mes parents, je ne resterai pas toute ma vie sur le même travail. Et finalement, je suis resté, en tout cas, j'ai quand même évolué au sein de l'entreprise. Hein. Mais c'est vrai que les choses se sont présentées au fur et à mesure. Donc, je suis resté dans la même entreprise tout en évoluant avec les possibilités que m'a offerte Arte. Qu'est-ce que je vois aujourd'hui pour moi en termes d'évolution? Je ne sais pas trop. Là, franchement, je suis incapable de répondre. Après, je sais que dans la maison Arte, il y a eu il y a toujours beaucoup de possibilités de passer d'un service à un autre, etc. Même si les choses, encore une fois, l'entreprise a grandi, donc les choses, et elle intéresse plus. Enfin, je veux dire, son prestige, entre guillemets. Donc, l'évolution reste possible, oui, au sein de l'entreprise, d'évoluer. Enfin, j'en suis le représentant, finalement. Donc, au-delà, il y a toujours des possibilités Ouais, c'est tout. Moi, je suis plutôt en milieu de carrière, on va dire, pour être gentil. Donc, je vois plus. Qu'est-ce qui me reste? Il y a encore plein de choses. Tout dépend des opportunités qui se feront et qu'on pourra proposer. Je pense que c'est dans ce travail, il y a des médias, en tout cas, ou d'information, de manière générale, il y a des opportunités qui se créent en permanence, en fait. Et même pour moi, à 50 ans, de me dire, tiens, il y a encore ça à faire, il y a ces projets d'émission à développer.
ou de tiens, il y a cette opportunité-là qui se fait parce que du côté de nouvelles technologies, etc., de réseaux sociaux, etc., il y a ça à développer. Donc, c'est des choses tout aussi passionnantes, avec une autre énergie, évidemment, et puis une expérience qu'on a qui n'est pas forcément la même que quelqu'un qui, comme vous, a 25 ou à 25 ou 30 ans, évidemment. Mais non, je pense qu'il reste plein d'opportunités. Enfin, j'espère. J'espère. Même si je ne les vois pas aujourd'hui. Merci pour la réponse à la question. Monsieur Roggenbuch, dans votre institut et dans votre centre, pardon, et dans votre secteur en général, quelles sont les perspectives d'évolution? Alors, pour ma part, voilà, je n'ai pas encore autant d'années de carrière. Je suis arrivé comme juriste. Je reste juriste, je suis toujours juriste, mais c'est vrai que j'ai évolué. J'ai évolué depuis le début, parce que quand on arrive au Centre européen de la consommation, il faut se forger. On fait de l'accueil, on fait du téléphone, on va faire du standard, on va traiter les dossiers, les questions, les litiges, et il faut se forger de manière polyvalente sur tous les domaines de la consommation. Et tout doucement, on commence à participer à d'autres missions. On va présenter notre structure lors des foires, lors des manifestations. On présente la structure aussi à des étudiants ici chez nous ou à d'autres publics. On commence à participer à des rédactions d'études comparatives de législation. Encore récemment, on a participé à une rédaction avec Dalloz, qui est connu pour les étudiants en droit, les revues de droit, sur des nouvelles directives européennes. Donc on évolue comme ça. Moi, je suis devenu responsable de stage depuis 4-5 ans. Donc c'est aussi une aventure humaine de diriger des stagiaires. Voilà, on évolue. On garde ce poste, mais on évolue. Après, bien sûr, chez nous, voilà, on a bien pu voir aussi qu'une juriste est devenue chargée de communication, c'est ce que j'expliquais avant, parce qu'elle a commencé à s'y plaire davantage dans la communication, mais ça lui fait un double profil extrêmement intéressant, puisqu'elle a la capacité de comprendre les informations juridiques et aussi de les vulgariser ensuite pour les journalistes, quand on fait des communiqués de presse, pour les consommateurs, quand on fait des brochures, ce genre de choses. Donc ça, c'est un exemple d'évolution. Un collègue juriste qui est aussi devenu chef de projet et qui justement doit s'atteler à ce qu'on disait avant, toutes les nomenclatures, les contraintes pour les financements, Interreg et compagnie, toutes ces choses-là. Donc c'est ce genre d'évolution. Voilà. Moi personnellement, effectivement, mon poste, le titre de mon poste reste le même, mais en 8 ans, j'ai évolué vraiment avec des missions de plus en plus variées, diverses. Et c'est ça ce qui est épanouissant. Voilà. Merci pour la réponse à la question. Et Monsieur Maury, si vous voulez rajouter quelque chose dans votre propre domaine. Oui, alors moi, c'est encore autre chose, c'est-à-dire qu'effectivement, vous avez un petit peu le premier grade qui est chargé de mission, et très souvent, l'idée est de devenir calife à la place du calife, donc d'être chef de projet. Ça, c'est quand même extrêmement gratifiant pour avoir passé cette étape-là. Après, il n'y a pas que la progression verticale. Ce qu'on remarque aussi beaucoup avec les collègues qui ont un petit peu plus d'expérience que nous, c'est que ce sont des personnes qui ont aussi évolué en termes de domaine. Qui à un moment ont souhaité partir dans l'enseignement, qui ont souhaité aller en entreprise. Et c'est des personnes qui ont été appréciées pour l'expertise qu'elles avaient développée dans un autre secteur. Et donc, il faut aussi penser à ça, qu'il y a les projets européens. Dans une prochaine conférence, vous allez parler aussi des institutions européennes. Pour autant, ce n'est vraiment pas un carcan. Il y a toujours la possibilité d'y rentrer, d'en sortir. Et ça, c'est vraiment un conseil, je pense, qu'il faut donner aussi aux personnes qui sont étudiantes ou jeunes diplômés ici, c'est qu'il n'y a pas ce carcan. Vous allez pouvoir trouver des jobs, y compris dans des secteurs auxquels vous ne vous y attendiez pas forcément, dans des structures que vous n'attendiez pas forcément. Voilà. Moi, ça a été le cas par rapport à l'AFPA. Ça peut être le cas aussi dans un grand nombre de structures. Et donc, pensez qu'à chaque fois, ces structures-là travaillent en partenariat. Nous, on travaille avec des services comme Pôle emploi, évidemment, mais aussi avec des entreprises, avec d'autres organismes de formation qui sont au Luxembourg, qui sont en Belgique, qui sont en Allemagne, ou peu importe. Donc, il y a vraiment essentiellement cette évolution aussi qui est à mettre en avant, en plus de l'évolution des métiers dont parlait Ralph, parce que pour avoir été chargé de mission plusieurs années d'affilée, c'est jamais le même métier et il y avait une évolution constante parce que les structures transfrontalières sont aussi des structures qui évoluent en matière de compétences, en matière de thématiques, de priorités. Et donc, on ne s'ennuie pas dans l'ensemble, on ne s'ennuie absolument pas.
Merci pour la réponse à la question. Alors, si nous n'avons pas d'autres questions dans le chat ni via la main levée, je pense que nous pouvons dès à présent conclure cette super conférence très intéressante, Johanna. En effet, merci beaucoup à tous les intervenants et aux participants pour cette conférence. Et n'hésitez pas à rester, à contacter les jeunes Européens pour en savoir plus sur, ou pour s'engager auprès de l'association. Et également, j'aimerais repréciser en fait que c'était la première conférence du cycle des métiers sur l'Europe et qu'il y a les 2 prochaines conférences qui auront lieu en janvier et en mars. Et là, nous aurons des intervenants des institutions européennes ou autour des institutions européennes comme des interprètes, des lobbyistes, autres. Voilà, je ne vais pas trop spoiler. Merci Johanna, merci Monsieur Julien, merci Monsieur Rogenboek et merci Monsieur Maury pour être intervenu ce soir, pour avoir partagé vos expériences et votre expertise de votre domaine. C'était vraiment très intéressant. Je pense que tous les participantes et participants sont assez ravis des informations qu'ils ont entendues. Alors, comme disait Johanna, c'est la première conférence d'un cycle qui a trait aux métiers de l'Europe et comment ces métiers de l'Europe s'articulent-ils avec la vie du citoyen. Sachez que, outre les Jeunes Européens Strasbourg, ce cycle de conférences est organisé par l'Université de Strasbourg et notamment 2 services qui sont Espace Avenir et ECOR, le campus européen. Espace Avenir étant le service d'orientation et d'insertion professionnelle de l'université et ECOR, le campus européen, comme M. Rogenboek l'a mentionné tout à l'heure, c'est le réseau de 5 universités franco-germano-suisses dans tout ce qui est coopération académique et concernant également l'insertion professionnelle. Donc, je voulais encore une fois toutes et tous vous remercier et nous vous souhaitons une très bonne soirée. Bonne soirée, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée. Merci à vous, excellente soirée.